ce 17e épisode du podcast Andelvraz, la cantine numérique de Brest, nous recevrons Valérie Marchive, rédacteur en chef du Mag IT, dans lequel il alimente une rubrique régulière sur les rançongiciels. Faut-il négocier? Faut-il payer? Quelle chaîne d'acteurs opère derrière ces attaques? Et comment s'en protéger? Valérie Marchive, bonjour. Bonjour Josquin. Merci beaucoup à toi de venir nous parler, nous évoquer un peu ton activité. Tout d'abord, tu es journaliste au Mag IT. C'est un journal qui n'est pas un journal grand public, même s'il est ouvert à tous, hein. La ligne éditoriale, en fait, ça s'adresse principalement à qui On s'adresse à des décideurs IT, donc des DSI, des RSSI, des responsables informatiques en général. Voilà, on s'adresse vraiment à des décideurs IT, c'est comme ça qu'on s'est créé, ça a été notre logique, faire de l'IT B2B. On s'est créé dans cet esprit-là en fait en début 2008. Les réflexions ont commencé en 2007, mais on s'est officiellement créé le 1er avril 2008. D'accord. C'était pas un gag. Euh, on était une bande de 7. Il y en a plusieurs qui sont partis vers d'autres horizons depuis, dont Rénal Féchaud, Cyril Chausson, Christophe Bardi. Euh, mais il y a encore aujourd'hui dans la structure, il y a moi toujours, donc François Cointe et David Castanera parmi les fondateurs originels. Et donc, donc c'est un journal dans lequel on va trouver une actualité assez spécialisée, même si c'est assez clair, en fait, même si on n'y connaît rien, on peut quand même essayer de découvrir des choses, de le lire, etc. Et puis, il y a toute une grosse partie bibliothèque, documentation derrière, euh, là, ici, pour vraiment épauler ces décideurs, ces RSSI, etc. Ça fait partie du modèle Tech Target, en fait, parce on a créé donc ça en début 2008. Nous avons vendu la structure, en fait, à Tech Target, qui édite au Royaume-Uni et dans certaines régions hispanophones, et en Allemagne, Computer Weekly. Et aux États-Unis, des sites comme Search Security, .tactarget.com, Search Storage, etc. Et cette logique, entre guillemets, de bibliothèque documentaire, c'est vraiment quelque chose de propre à TechTarget. On avait un partenariat avec eux initialement. On a vendu à TechTarget. TechTarget nous a proposé de rester. Et franchement, en tant que journaliste, c'est quand même un endroit où il fait bon être. Il fait bon travailler. Et donc pour les personnes qui veulent consulter, comment ça marche? C'est libre d'accès, il y a des abonnements, il y a du contenu premium, hein? Alors, c'est libre d'accès. Certains articles, on va essayer de les consulter, on va se retrouver face à un bloqueur, entre guillemets, il faut s'enregistrer, etc. Mais voilà, l'enregistrement est gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant. Euh, et les abonnés, outre un accès complètement libre et fluide à l'ensemble des articles, ont aussi accès à des e-zines, que sont des magazines au format PDF. Hein. On en a 3, on a stockage, application et données et sécurité comme thèmes principaux. Il y en a 4 par an pour chaque, euh, dans lesquels ils vont trouver des contenus qui ne sont pas encore publics sur le site. Typiquement, certains témoignages utilisateurs, certains rétex, donc d'entreprises utilisatrices qu'on va d'abord publier dans l'e-zine et puis qu'on va publier après. C'est ce genre de choses. Il y a ça, il y a aussi il y a plein d'autres contenus PDF qu'on produit nous-mêmes, hein, qu'on rédige nous-mêmes comme nos e-books qui sont construits à partir de nos articles. Euh, mais voilà, c'est du contenu qui va être accessible de manière privilégiée pour les abonnés, gratuit encore une fois, plutôt qu'ailleurs. D'accord. Et avant 2008, avant de lancer cette aventure, hein, toi-même tu étais déjà journaliste dans la presse spécialisée informatique, hein? Oh là, avant ça, moi je suis passé par plein de choses. Si on remonte très très loin dans l'histoire du Valérie Marchive, j'ai commencé dans le monde Mac. J'ai commencé chez Golden Mac, qui est devenu ensuite Macworld France.
C'est là que j'ai fait mes armes pendant que je finissais mes études et que à la fin des années 90, j'ai monté ce qui devait être l'un des premiers sites web, français de presse animés par une base de données et non pas des pages HTML statiques. D'accord. Voilà, après je suis parti dans la direction j'ai fait un passage au monde informatique, je suis passé dans le monde de la mobilité, notamment chez Mobile Magazine à l'époque. Et puis entre-temps, j'ai bossé comme pigiste chez iCreate, Au Point, chez Mac Génération. Euh, voilà. Donc quand même très, très orienté dans le monde Apple, on va dire, dans l'écosystème Apple. Tu as produit un certain nombre de livres, hein, un peu dans ce rayon-là. Oui, bien observé, bien observé, oui, oui, oui. J'ai commis quelques bouquins autour du monde Apple. Et maintenant, tu restes fidèle à la pomme ou lui commets des Ah, infidélités? si je lui commets des infidélités, c'est plutôt pour Linux parce que j'ai un Raspberry Pi, parce que je joue et administre quelques VPS ici et là, moi-même, mais j'arrive toujours pas à me faire au monde Windows. Bon, c'est juste personnel, hein, mais voilà, c'est tout. Il y a du Windows à la maison, hein, il y a en nous, ne serait-ce que parce qu'il joue, mais personnellement, je préfère jouer sur une console plutôt que sur un PC. Et en ce moment, tu effectues un gros, gros, gros travail sur les ransomware, les rançongiciels. Je ne sais pas comment tu préfères les appeler. Euh, quel- Comment tu pourrais expliquer pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore entendu parler de cette chose-là ou qui l'auraient pas encore associé à son nom, ce que c'est? Écoute, on va la faire simple. Euh, un rançongiciel, c'est une tentative d'extorsion numérique. Euh, Grosso modo, une personne malveillante va déposer sur un ordinateur, un serveur, un ensemble d'ordinateurs, tout un parc informatique, un logiciel qui va s'occuper de chiffrer les données sur ces machines. Après, dans certains cas, en avoir copié un certain volume ailleurs, en avoir exfiltré, en avoir volé. Et puis, en échange de la clé pour ouvrir le cadenas, va demander des sous. Voilà. Donc ça peut être des sommes relativement limitées, hein. Il y a des demandes de rançon qui sont à 500 $, et puis il y en a qui sont à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Oui, ça dépend, j'imagine, de la solvabilité de la cible, hein. Ça dépend de la solvabilité de la cible, ça dépend de pas mal de facteurs en fait. Je pense que ça dépend aussi du culot de l'attaquant. Et donc, pour la personne qui se retrouve victime, en fait, ça se passe comment tout d'un coup? Il revient vers son ordinateur où il rallume et plus rien? Un message? Alors, dans de nombreux cas qu'on peut observer régulièrement ces temps-ci, ça va être un message. Alors, ça peut être un message au format HTML, donc comme une page web qui va s'ouvrir dans un navigateur. Ça peut être un simple fichier texte dans lequel l'attaquant va dire: Ok, voilà, j'ai chiffré tes données, si tu veux parler avec moi et les récupérer en passant par moi, ben, clique sur ce lien ou ouvre cette page web accessible via Tor et on va discuter. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a... est-ce qu'il faut discuter? Est-ce qu'il faut pas discuter? Et comment ça se passe par la suite? Alors personnellement, je pense qu'il faut discuter. Et pour plein de raisons différentes. Euh, Discuter, dans ma perspective, ne veut pas dire vouloir payer. L'un n'est pas synonyme de l'autre. Et je pense que présupposer que quelqu'un qui discute est quelqu'un qui veut payer est une erreur. Il y a au moins deux bonnes raisons de discuter. La première, ça peut être de gagner du temps. Gagner du temps avant que l'attaquant ne révèle que l'attaque est survenue. Et ne cherche à utiliser en fait la pression du public, des médias, etc., comme moi, hein, Mhm. pour essayer d'amener sa victime à payer. Gagner du temps comme ça veut dire pouvoir préparer sa communication de crise. Avoir plus de temps derrière, en parallèle des discussions, pour faire son enquête sur son système d'information, sur ses ordinateurs, sur son réseau.
et essayer de savoir, OK, quelle est exactement l'étendue du problème? Est-ce que j'ai des sauvegardes qui sont, disponibles? Est-ce que même si mes sauvegardes ont été endommagées, est-ce qu'en définitive, j'ai un prestataire ici ou là qui sera capable de me récupérer les données sur mes backups? Donc gagner du temps, c'est important dans ce genre de situation. Mmh. La deuxième chose, heu, c'est qu'en définitive, dans les négociations, on voit très, très fréquemment, des attaquants qui sont prêts à donner entre guillemets «des indices» sur ce qu'ils ont fait. Mmh. Oui, donner une preuve qu'ils peuvent déchiffrer ce qu'ils ont Alors, crypté. donner une preuve qu'ils peuvent déchiffrer ce qu'ils ont chiffré, on dit chiffrer, on dit pas crypter. Et donner une preuve, mais pas uniquement. Ils sont capables de donner une arborescence complète, hein, ou parcellaire, mais dans certains cas complète, des données qu'ils ont volées. Et mine de Mmh. rien, quand on est dans un processus de crise comme ça, qu'on doit enquêter, qu'on doit investiguer, parce qu'il ne faut pas oublier, sur des entreprises européennes, par exemple, ou qui traitent des données de citoyens européens, tu vas voir la pression, entre guillemets, juridique autour du RGPD, qui dit Ouais. que tu as 48 heures pour déclarer une atteinte à des données. Alors tu peux faire une déclaration provisoire, entre guillemets, genre donner une alerte à la CNIL en disant bon, je soupçonne qu'il y a un problème. Mais tu dois quand même d'établir aussi vite que possible la nature et l'étendue du problème. Et quand un assaillant va fournir dans une négociation comme ça des informations qui t'éclairent sur la quantité de données qu'ils ont volées, sur la quantité de données qu'ils ont chiffrées, bah, tu gagnes du temps, encore une fois. Parce que ton Mmh. investigation avance un petit peu plus vite, tu peux aller dire à ton département juridique, OK, bon, on est dans cette situation-là, les attaquants nous ont dit ça, on a de bonnes raisons de le croire, on peut avancer comme ça, déjà, sur ce plan juridique, pour être en règle, tout simplement. Et Mmh. éliminer, quelque part, un bout de pression, parce que tu as la pression médiatique, tu as la pression des clients qui sont pas contents, qui comprennent pas forcément, etc. Tu as la pression technique, tu as la pression économique, parce que tu as des entreprises sur lesquelles, voilà, chaque jour de perte d'activité, c'est 1 million d'euros, par exemple. Donc Mmh. le coût, entre guillemets, induit par une attaque de ransomware peut monter extrêmement vite. Ouais. Et plus tu gagnes du temps dans le diagnostic, dans l'analyse de la situation, bah, quelque part, tu allèges un petit peu la pression et tu permets à tes équipes de continuer de travailler de manière plus sereine. Et c'est quelque chose qui est, donc ces rançons sont en fait très courants, sont très nombreux et tu en fais même un bulletin météo. Pourquoi tu appelé ça comme ça? Et finalement, comment tu arrives à être au courant de tout ce qui se passe et à pouvoir évaluer, en fait, cette météo du rançongiciel? Alors, je suis pas au courant de tout ce qui se passe, clairement. Le, le fait est qu'il y a quelque chose comme quoi, ouais, une bonne année maintenant. Euh, il y a des gens avec lesquels je suis régulièrement en contact sur Twitter qui m'ont dit ah, ce serait pas mal d'avoir une frise chronologique, histoire d'avoir un élément visuel qui permette d'avoir une idée, de se faire une idée de l'ampleur du phénomène. Et j'ai dit ouais, bingo, c'est une excellente idée, je vais me lancer là-dessus. Du coup, je me suis lancé en fait dans une grosse rétrospective. J'ai commencé à chercher en fait partout où je pouvais ce qu'il y avait eu comme attaque publiquement connue en 2020. À ce moment-là, je me suis reconstruit une chronologie pour début 2020. Et puis derrière, j'ai continué à suivre, donc en particulier suivre ce qui est connu publiquement, à savoir ce qui sort dans la presse, chez mes Mmh. confrères, chez d'autres, en France, à l'étranger, etc. Avec des choses toutes bêtes comme les alertes Google, hein, tout simplement, Ouais. sur quelques mots-clés bien choisis. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Ça permettait déjà d'avoir une certaine visibilité. Et puis, euh, il y a d'autres sources d'informations
accessible. Typiquement, il y a plein d'échantillons de logiciels malveillants qui sont uploadés sur des entrepôts, sur des dépôts à logiciels malveillants, que ce soit du Virus Total ou d'autres. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a abuse.ch qui fait un boulot magnifique. Euh, Ça permettait aussi d'accéder aux messages que les attaquants donnent ou laissent à leurs victimes et D'accord. essayer d'aller chercher la conversation, la négociation, ne serait-ce déjà pour savoir, ok, j'ai un échantillon, est-ce qu'il correspond à une Mhm. victime, ou est-ce que chez une même victime, pour une même victime, je vais trouver plusieurs échantillons. Parce que si je me contente de compter les échantillons, je suis pas sûr que je compte les victimes et que je compte les incidents. Ouais. Donc c'était le premier point, c'était aller par là pour aller essayer de gagner en inventaire un petit peu. Et puis après, voilà, de la surveillance de mots-clés sur les réseaux sociaux, un peu partout, etc., pour voir quand est-ce que quelqu'un déclare une cyberattaque ou déclare un incident informatique, un incident de sécurité informatique qui, en définitive, cache quelque chose de plus. Parce que pendant longtemps, ça a été, voilà, et c'est même encore souvent le jeu du chat et de la souris, avec des communicants qui veulent pas communiquer, et des gens derrière, des clients, des usagers, des citoyens, qui veulent Mhm. savoir pourquoi l'informatique, le service informatique qu'ils sont censés utiliser ne fonctionne pas, et pourquoi effectivement il ne fonctionne pas. Euh, donc voilà, tout ce travail de recherche m'a amené à avoir un inventaire qui, qui gagne entre guillemets en capacité d'observabilité à travers le temps, mais qui est loin d'être parfait et qui ne le sera jamais. Parce que Mhm. je suis le premier à le conseiller, hein, d'ailleurs, en situation de réponse à incident, ne transférez pas immédiatement les échantillons sur les dépôts sur les entrepôts habituels, parce que c'est un moyen pour des gens comme moi, pas mal intentionnés, mais aussi d'autres gens mal intentionnés, que de s'immiscer dans des conversations, etc. Bon, moi, je m'immisce pas, je me contente de regarder. Mais on a déjà vu des cas de Ouais. négociation qui étaient littéralement piratés, entre guillemets, par des tiers, Mhm. qui s'invitaient. La négociation partait complètement en vrille, juste parce qu'un tiers malveillant y avait eu accès et cherchait à développer une nouvelle négociation parallèle avec la victime, etc. Ouais. C'est pas le genre de moment où on voudrait rajouter une couche de complexité. Non, 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 non. Et puis c'est extrêmement malsain. Il y a une vraie différence entre observer et intervenir. On ne parle pas du tout de la même chose. Mhm. Euh, le, malgré tout, on se rend compte, et c'est en cela que je suis extrêmement reconnaissant de Jérôme Notin, de cybermalveillance.gouv.fr. Eux reçoivent des appels à l'aide d'entreprises, d'administrations, etc., qui sont victimes de ransomware. Ils me donnent leurs chiffres tous les mois, et ça me permet aussi de mesurer l'écart d'observabilité. Parce que de toute évidence, juste à regarder le décalage entre leurs chiffres et les chiffres que je peux avoir pour les seules victimes françaises, je me rends compte que Mhm. si on arrive à connaître 10% des victimes françaises publiquement, c'est tout, c'est le maximum. C'est pas juste qu'on a envie de savoir tout sur tout le monde et sur toutes les entreprises et sur toutes les victimes et qu'on veut pas les respecter. C'est juste que quelque part, ce défaut d'observabilité pénalise la prise de conscience quant à la réalité et à l'intensité de la menace. Donc ça, oui, imaginez que ça n'arrive que rarement, que chez les autres, plutôt que de voir un peu la densité de ce nombre, de ce type Ouais. d'attaque, hein. Euh, et on a des fois l'impression, justement, dans ces 10% qui passent, qui sont médiatisés, qu'il y a des effets de mode. Maintenant, on a le sentiment que le milieu hospitalier, par exemple, est une cible privilégiée. Est-ce que ça, c'est déformé en fait par cette publicitation
des cas, ou est-ce qu'il y a vraiment des tendances que toi tu peux observer? Je pense pas que le secteur de la santé ait été ciblé en tant que tel, à proprement parler, parce que c'était le secteur de la santé ou quoi que ce soit. Je suis tenté de penser qu'on est toujours sur des attaques qui sont extrêmement opportunistes. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui vont chercher des environnements informatiques, des réseaux qui sont vulnérables, auxquels ils peuvent accéder, dans lesquels ils peuvent mettre un pied. Et ils vont les chercher sans se poser de questions. Et puis derrière, ils vont les vendre. Mmh. Ils vont les vendre à des acteurs du monde du ransomware qui, eux, vont chercher à les exploiter. Bon, historiquement, le secteur de la santé est pas un secteur qui a bénéficié de budgets super généreux pour assurer la sécurité de ces systèmes d'information. Euh, c'est pas le seul qui soit auquel ça puisse s'appliquer, hein, et c'est pas un jugement non plus. Mais, mais voilà, du coup, ça n'a pas dû être la plus difficile des cibles. Euh, et de mon point de vue, c'est juste un effet de coïncidence. D'accord. J'y vois pas de cible particulière. Je ne dis pas que des acteurs malveillants n'ont pas profité de la pandémie pour essayer de piéger des gens, pour essayer de piéger des utilisateurs. On a vu de toute façon plein de campagnes de phishing qui utilisaient la thématique de la Covid-19 pour Oui, piéger. comme ils auraient utilisé une autre actualité. Exactement. Voilà. Tu me l'enlèves de la bouche. Mmh. Et finalement, tu disais qu'en fonction de la victime et un peu du, on va dire de la mentalité de l'assaillant, on demande des rançons plus ou moins élevées. C'est quelque chose, c'est une pratique qui est très rentable, on devient riche en faisant du rançongiciel. Est-ce que c'est... Alors, je pense malheureusement que certains, oui. Alors, dans les rançons, enfin dans les négociations que j'ai pu suivre et observer, euh, j'ai pu remarquer que certains acteurs cherchaient à mettre la main sur des documents enfin relatifs à des contrats d'assurance, notamment pour essayer de savoir ce que l'assurance de la victime, si elle était assurée cyber, pouvait payer. Et qu'ils se servaient de ça, entre guillemets, comme base de négociation. Donc, voilà, c'est juste un élément parmi d'autres dans la manière dont les attaquants peuvent définir leur point de départ pour leur négociation. Après, il y a plein d'autres facteurs. Il y a des facteurs psychologiques. Par exemple, ils vont mettre une rançon très très élevée, complètement au-delà du possible, juste pour pouvoir donner l'impression à leurs victimes que quand ils consentent à un rabais, ils font vraiment un geste. Et ils font un geste Mhm. significatif. On est juste dans le jeu de la Dans manipulation la et dans la négociation, ouais. psychologie, ici de la négociation. Hein. Donc, Mhm. y a plein de facteurs qui entrent en jeu là-dedans. Euh, Après, bah, t'en as d'autres. Hein. C'est la criticité de l'activité de l'entreprise. À quel point elle va souffrir vite ou moins vite de l'interruption de son système d'information. Est-ce qu'il est vraiment critique à son activité ou pas super critique en définitive, etc. Voilà, tu trouves plein de facteurs différents. Ouais, donc en fonction de tout ça, la réponse qu'on pourrait conseiller la stratégie qu'on pourrait conseiller à une entreprise, ça va être soit effectivement d'entrer, comme tu disais, dans la discussion, soit d'avoir tout prêt, quelque chose pour repartir de zéro et faire comme si rien ne s'était passé, voilà, en fonction de ces éléments en fait très divers. euh, la stratégie adoptée peut elle-même être très différente. Il n'y a pas de règles uniformes
à partir d'une formule qui dirait à partir de combien c'est rentable de faire telle ou telle action pour se protéger sur tel ou tel mode, combien on peut mettre en fait pour se protéger d'un rançon logiciel par exemple, ou combien on est prêt à payer pour délivrer ces données, ou combien on est prêt à payer une police d'assurance pour le cas où. Alors accessoirement, j'ai vu passer des paiements qui étaient assez élevés, mais très honnêtement, la plupart des paiements de rançon que j'ai vu passer, de mon point de vue, sont des paiements qui font de la peine déjà. Je ne dis pas que j'ai pas vu des entreprises qui payaient juste pour que ça ne se sache pas. Mais il y en a quand même beaucoup que j'ai vu parce qu'elles étaient juste prises à la gorge et elles n'avaient pas d'autre choix que de payer pour survivre. Enfin, je me souviens d'un concessionnaire automobile en Californie qui, pour payer, expliquait au rançonneur qu'il avait pris un crédit personnel, demandé l'aide de ses employés, de sa famille, pour payer même pas 200 000 $. Mmh. Il s'agissait juste de pouvoir faire repartir sa concession et relancer son business parce qu'il était juste étranglé. Et quand je vois ça, je me dis, ok, c'est une entreprise qui probablement savait pas, n'était pas entourée, savait pas vers qui se tourner. Elle avait probablement pas d'assurance vers qui se tourner et qui soit capable de lui mandater un prestataire pour intervenir et l'accompagner. Et voilà, cette pauvre entreprise s'est retrouvée toute seule face à ça, chercher à résoudre le problème aussi vite que possible comme elle pouvait. Et pour elle, la solution la plus évidente, ça devait être essayer de payer. Mmh. C'est même pas une négociation qui a duré très longtemps, mais c'est le genre de négociation qui fait de la peine. Et en France, est-ce qu'on peut trouver de l'aide en fait? Vers qui on peut se tourner? Est-ce que il faut s'adresser à l'ANSSI? Qui sont les interlocuteurs à privilégier? Alors on parle beaucoup de l'ANSSI, mais le périmètre d'action de l'ANSSI, même si il se limite pas exactement stricto sensu à ça, mais en termes de mandat, c'est principalement le secteur public, les OIV et les OSE, donc les Mmh. opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels. Donc ce sont des organisations qui sont particulièrement critiques ou des organisations qui sont dépendantes de l'État pour le premier volet du périmètre. L'ANSSI n'a pas vocation à être un pompier universel au service de tout le monde. D'ailleurs, les pompiers ne s'occupent pas des nids de frelons. Il faut faire appel à des privés. Mmh. Euh, donc on parle beaucoup d'elle, mais elle n'a pas à être sur tous les fronts, et ça va pas être, son rôle, c'est pas d'être le pompier pour tout le monde. Quand on a la chance d'avoir un assureur qui couvre le risque cyber, ce qui est de moins en moins facile malheureusement, je pense que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Et quand on n'a pas cette chance-là, cybermalveillance.gouv.fr. Tu l'as évoqué déjà un petit peu, les assaillants, en fait, c'est pas un assaillant unique, c'est souvent finalement une chaîne entre celui qui découvre la faille, celui qui l'exploite, celui qui récupère les données, celui qui les chiffre, celui qui ensuite va faire la négociation. Il y a tout un ensemble. Il y a bien cette diversité de profils, ou est-ce qu'il y a quand même des équipes structurées ou des choses qu'on arrive à connaître, des groupes qu'on arrive à identifier? Alors ça, c'est une vraie question, à laquelle il y a pas de enfin, pour laquelle j'ai pas de réponse universelle. Le schéma général, c'est de se dire, il y a des gens qui récupèrent donc des accès initiaux dans des systèmes d'information, dans des réseaux, qu'on appelle des courtiers en accès initiaux, qui vont les vendre à d'autres acteurs malveillants. Alors ça va être des gens qui vont soit être des attaquants pratiquant le ransomware eux-mêmes et qui sont déjà affiliés à un groupe de ransomware ou qui ont le leur ou qui ont déjà loué le leur ailleurs, etc. Soit ça va être vendu directement à des gens qui opèrent une franchise entre guillemets de ransomware et qui vont dispatcher ça à des attaquants qu'ils appellent très gentiment, et magnifique euphémisme, des pentesters, sauf que les vrais pentesters, ça n'a rien à voir avec ça. Oui.
C'est plutôt de l'autre côté de la Ouais, barrière. on est d'accord. Et puis et puis voilà, après, à savoir qui mène la négociation, c'est difficile, c'est pas clair ça non plus. On Mmh. a des cas où ça va être, l'attaquant lui-même qui va être responsable entre guillemets «de A à Z» pour son coup et qui va mener la négociation avec sa victime. On a des cas plutôt où ça va être la «franchise» entre guillemets qui va mettre à disposition des négociateurs, associés à différents services, du DDoS, des trucs comme ça, qui va mener la négociation. C'est variable, ça dépend d'un groupe à l'autre. Je suis même pas certain que ce soit complètement uniforme, à l'échelle d'un groupe unique. Par exemple, j'avais un échange d'emails récemment avec les opérateurs d'un ransomware qui s'appelle Karma, qui eux me disent qu'ils n'achètent pas d'accès initial, ils les trouvent eux-mêmes et ils s'en occupent eux-mêmes. Mmh. Mais voilà, c'est pas valable pour tous. Et si je reprends ta question quant à savoir combien sont-ils et est-ce que ça rend riche, alors j'avais trouvé un, un paiement de rançon Avadon au printemps, en fin de printemps, qui m'avait conduit à estimer, en suivant les flux en fait de split, de partage du paiement de la rançon, et, d'autres en fait sur lesquels j'avais réussi à remonter à partir de ce paiement initial, euh, qui m'avait montré qu'Avadon avait au moins soutiré 1 million de dollars en l'espace de 3 semaines au mois de mai. Ouais, ça fait un beau chiffre d'affaires, Ouais, mais hein. je crois que c'est ridicule. Je les éléments dont je dispose actuellement, que j'ai pas fini de reconfirmer, me laissent à soupçonner que quelqu'un comme un Conti tournerait plutôt aux alentours des 8-10 millions de dollars par mois. C'est loin d'être anodin, donc entre ce Mm. qu'eux récupèrent et puis bah, cette taxe finalement à la faille, Ouais, hein, qui est c'est énorme, imposée. c'est énorme. Ça coûte Ouais. ça, enfin, je veux dire, le fait est que, heureusement ou malheureusement, je sais pas, le coût, en tout cas, n'est pas mutualisé. Et oui, pour certaines victimes sont définitivement saignées, ça fait aucun doute. Mhm. Alors, sans vouloir dire rejeter la faute sur un tel ou un tel, ou les responsabilités sont quand même distribuées entre qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que les éditeurs de logiciels corrigent mieux et plus efficacement ce qu'ils mettent à disposition. Il faut que les admincistes patchent jour et nuit pour assurer en fait une sécurité optimale. Est-ce que c'est aux États de venir chercher les trafiquants qui sont sur leur territoire ou de faire un meilleur système de renseignement entre eux pour en attraper plus? Est-ce que c'est les utilisateurs qui finalement, eux, sont fautifs parce que ou peuvent être mis en sont pas assez vigilants, même si on est tous même quand on est au courant, finalement, on est tous susceptibles de faire une fausse manip parce que ce coup-là, ça sera bien fait, parce que ce coup-là, on n'aura pas eu le temps de mettre à jour tel truc. Donc finalement, où est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on doit consolider, sachant qu'il y a sûrement plusieurs brèches en fait dans le mur. Alors, ouais, il y a pas mal de points dans tout ça. Le premier point que je verrais, c'est la question du point d'entrée. Après, on peut se poser plein de questions sur les capacités de détection en cours de route, en cours d'attaque, etc. Et, j'entends par là jusqu'au moment ultime de la détonation du ransomware. Il y a plein d'étapes où il y a des capacités de détection et on peut se pencher dessus. Mais si on pense simplement au point d'entrée, qu'est-ce qu'on a comme point d'entrée régulier? On va avoir des machines qui ont été compromises par,
par un logiciel malveillant, tout bête, qui est distribué par email sous forme de pièces jointes. Et généralement, la charge utile, on va dire, du logiciel malveillant n'est déclenchée que si l'on active les macros pour leur permettre de s'exécuter dans le document Word qui est attaché à la pièce jointe, et qui fait tout, bien sûr, pour encourager l'utilisateur à activer les macros, de toute évidence. Mais rien qu'empêcher l'activation des macros, quelque part, ça empêche le téléchargement de la charge, l'exécution du code qui est derrière, etc. Donc, quelque part, ça bloque cette intrusion initiale. On peut aussi parler du filtrage de la messagerie électronique pour justement éviter que ces pièces jointes n'arrivent même jusqu'à l'utilisateur. Mais déjà, si les macros n'étaient pas actives, et la plupart des gens utilisent les macros sur des documents Excel, pas sur des documents Word, mais si juste on empêche sur son parc l'activation des macros, ça aide sensiblement. Après, appliquer les correctifs de manière rapide, on va dire, dès qu'ils sont disponibles, ça aide aussi, surtout quand on est sur des systèmes qui sont surtout quand on est sur des systèmes qui sont directement accessibles sur Internet, comme des systèmes d'accès distant, que ce soit des VPN, des Citrix, du RDP, etc. Tout ce qui permet d'accéder à distance en fait de systèmes d'information, forcément, c'est quelque chose que les attaquants cherchent. C'est une poule aux d'or. Et dès qu'il y a une vulnérabilité critique sur ce genre de système et qu'elle n'est pas patchée, ce sont les premiers à aller scanner Internet pour aller chercher des systèmes qui sont vulnérables, pouvoir exploiter la vulnérabilité, et puis mettre un pied dans la porte. Et généralement, ils ne mettent pas longtemps avant de se lancer. Hein. Dès qu'il y a un démonstrateur fonctionnel d'un exploit sur une vulnérabilité, ils vont très vite. Et on est... Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont très peu ils ont une fenêtre de temps limitée avant que les correctifs ne soient appliqués. Donc ils ont tout intérêt à aller très vite. Ça dépend des cas, parce qu'on voit des cas où effectivement la fenêtre d'opportunité est très très courte parce que les administrateurs vont très très vite dans le déploiement des correctifs, et puis il y a d'autres cas où malheureusement la fenêtre d'opportunité est très très grande parce que les administrateurs vont pas très vite pour déployer les correctifs. Oui, parce que par exemple leurs utilisateurs demandent de continuer à utiliser leurs imprimantes. Oui, tu peux penser à la vulnérabilité Nightmare, mais ça peut valoir aussi sur des VPN, même si sur un serveur VPN, je ne suis pas certain que l'indisponibilité du service serait si longue que ça quand il s'agit d'appliquer un correctif sur un bus secure ou sur un Fortinet. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de jeter la pierre aux administrateurs ou aux entreprises. Le fait est que le SIGREF, par exemple, estime que l'application régulière des correctifs coûte aux grandes entreprises, aux grandes organisations un peu dingue. Je peux l'imaginer très bien. Le fait est qu'on ne peut pas non plus franchement demander à Microsoft de retenir les correctifs. On peut leur demander de mieux soigner leur code, mais en même temps, le code il est fait par des humains, c'est pas parfait, et on sait tous que la sécurité, c'est un processus. Et c'est pas juste des boîtes, des outils, des techniques, etc. Et que le fait que des éditeurs, des constructeurs cherchent les vulnérabilités et des processus en place pour proposer des correctifs, pour les distribuer aussi vite que possible, etc., mais ça coûte déjà des ressources. Et ça fait partie de l'effort. C'est un exercice difficile. Alors, quand on s'est pris une année comme 2021 avec tous les correctifs qu'on a eu passés sur de l'Exchange, sur des Windows avec les Print Nightmare, etc., oui, je me dis effectivement, ça a dû faire beaucoup. Ça a dû être une grosse année côté patch management. Sans compter les correctifs sur VMware, SXI, sur plein d'autres trucs. Côté correctif, ça a dû être une très 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 grosse année. Mais voilà, les correctifs sont appliqués, et quand ils sont appliqués, on gagne déjà fortement. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que plus on prend de temps à les appliquer, ces correctifs, moins appliquer les correctifs suffit, parce que si tu appliques le correctif 2 mois après sa sortie, ou même potentiellement juste avant,
t'es pas sûr que les attaquants n'ont pas déjà mis un pied dans la porte Mhm. et que t'as pas déjà des comptes utilisateurs qui sont compromis ou que t'as pas déjà des comptes utilisateurs qui sont pas vraiment à toi, mais qui ont Mhm. juste été posés là par les assaillants pour leur permettre de revenir. Donc il faut penser à faire plus. Et plus t'attends, bah, quelque part, plus ça devient coûteux, en définitive. Euh, T'as ça, après, t'as plein de systèmes qui sont potentiellement vulnérables à des trucs, hein, qui n'ont pas nécessairement à être exposés sur Internet, ou en tout cas pas directement sur Internet, hein, mais qu'ils sont. Alors là, on va retourner à des questions de bonnes pratiques de base. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre, il s'agit juste de souligner que il y a plein de bonnes pratiques de base qui sont rappelées régulièrement, qui étaient rappelées encore il y a 10 ans par l'ancien patron de l'ANSSI. Hein. Il y a plein de bonnes pratiques plein de bonnes pratiques de base qui offrent déjà un bon premier rempart bien costaud contre les ransomware. Mhm. Ça ne veut pas dire que ça rend imperméable, ça veut juste dire que ça leur rend le boulot plus difficile. Et le fait est que, quelque part, les attaquants ne commencent pas par aller chercher les cibles qui sont les plus difficiles. Ouais. De toute évidence, ils vont commencer par chercher les cibles qui sont les plus accessibles et sur lesquelles ils peuvent se faire du pognon vite et facile. Mhm. Donc, chaque entreprise qui relève la barre réduit l'horizon des potentiels pour les attaquants Mhm. et se protège de manière relativement significative. Très bien, bah, du coup, comme tu le disais, c'est un processus. Donc, on va consulter le MagIT pour être à jour et pour suivre ce processus-là. Et si des auditeurs veulent suivre ton actualité personnelle ou veulent prendre contact avec toi, tu es sur les médias sociaux, par quel chemin on te contacte, hein? Écoute, je suis sur Twitter, donc je crois que c'est @Valérie Marchive, tout attaché. Je suis sur LinkedIn aussi. Sur mon Twitter, sur mon profil Twitter, il y a aussi directement mon nickname pour Telegram, D'accord. pour ceux qui préfèrent me parler en privé là-dessus. Mais voilà, mes DM sont ouverts sur Twitter, sur LinkedIn. Je suis plutôt un garçon sociable et relativement accessible. Mais tu viens d'en donner la preuve, en tout cas. Merci beaucoup, Valérie Marchive, hein. Bah de rien, Josquin, je te remercie de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, notre entretien est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé. Toute remarque, question est à adresser soit par email à coucou@lacantine-brest.net, soit via Twitter, @Anne